Voici les conflits d'intérêts des deux modérateurs et voici mes conflits d'intérêts. Donc je vais vous parler aujourd'hui des classes thérapeutiques et la première notion qui est fondamentale à retenir en matière de classes thérapeutiques et de virus C, c'est que le type de cycle de réplication du virus C dans la cellule explique en fait la possibilité de guérison du virus C. Parce que cette réplication s'effectue uniquement dans le cytoplasme, mais il n'y a aucune intégration du matériel de l'ARN VHC au niveau de l'ADN du noyau ou d'interaction au niveau du noyau de l'hépatocyte. Alors, depuis environ 10 ans, les cibles potentielles des différents antiviraux directs ont été identifiés à partir de la connaissance de ce cycle de réplication intra-hépatocytaire. Et en fait, à partir de là, 3 grandes classes de molécules ont été pour l'instant développées. D'une part, les inhibiteurs de protéase qui agissent sur la translation et le processus de synthèse des protéines, les inhibiteurs de polymérase qui vont inhiber la réplication virale, les inhibiteurs de NS5A qui vont agir à la fois sur l'assemblage viral et aussi un peu sur l'application. Et ces 3 molécules qui sont actuellement disponibles ont permis d'avoir des armes efficaces contre plusieurs déterminants du cycle de réplication de l'hépatite C qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des options thérapeutiques sans interféron et parfois sans ribavirine pour la plupart des situations de nos patients, quel que soit leur génotype ou leur situation clinique. Alors, si on s'intéresse maintenant aux caractéristiques de ces différents antiviraux directs disponibles en 2015, on commence avec un petit aspect historique qui est à la fois les caractéristiques des inhibiteurs de protéase de première génération, ceux qu'on a eu à notre disposition dès 2011, le Telaprevir et le Boceprevir. En termes d'efficacité, c'était évidemment un gain par rapport à ce qu'on avait auparavant, puisqu'on a augmenté de 30% la réponse chez les patients naïfs et de 30 à 50% chez les patients en échec de traitement. La particularité de ces molécules, c'est qu'elles n'étaient absolument pas pangénotypiques, leur activité était limitée aux patients de génotype 1, elles avaient un très mauvais profil de résistance et leur tolérance était évidemment médiocre du fait de leur association à l'interféron et à la ribavirine. Les inhibiteurs de protéase de première génération et de seconde vague, qui sont le Ciméprevir, le Paritaprevir, qui lui est boosté par le ritonavir, et puis au Japon, le Vaniprevir et l'Azunaprevir, sont des molécules qui ont une efficacité antivirale importante, qui sont un peu plus plurigénotypiques que uniquement le génotype 1, notamment leur action sur le génotype 4 est bien démontrée, qui ont quand même une barrière de résistance qui reste moyenne et qui ont une tolérance qui évidemment est meilleure dans la mesure où ces molécules sont associées à d'autres antiviraux directs et sans interféron, et avec ou pas de la ribavirine. Si on s'intéresse maintenant à la deuxième classe, qui sont les inhibiteurs nucléotidiques de la polymérase, NS5B, il y a une seule molécule qui a son AMM, qui est le sofosbuvir, qui a donc une bonne efficacité, qui est réellement pangénotypique, qui a une forte barrière à la résistance, et ça c'est très important, et qui a une bonne tolérance du fait de son association toujours là avec les autres antiviraux directs. Les inhibiteurs non nucléosidiques ou non nucléotidiques de la polymérase, en fait, ont été développés, plusieurs ont été développés, mais un seul, en fait, actuellement, à son AMM, c'est le Dazabuvir, qui fait partie de la combinaison de l'association d'Abvi. Ces molécules ont une efficacité antivirale qui est importante. Elles ne sont pas pangénotypiques, elles sont uniquement actives sur les patients de génotype 1. Elles ont une très faible barrière de résistance et elles ont une tolérance qui, là, est bonne dans la mesure où tous ces antiviraux ont un profil de tolérance qui est comparable et relativement et même très bon. Si on s'intéresse maintenant à la dernière classe qui sont les inhibiteurs de NS5A, on a actuellement à notre disposition 3 inhibiteurs de NS5A, que sont le daclatasvir, le lipasvir et l'ombitasvir. Ce sont des molécules qui sont efficaces, qui ont une efficacité antivirale qui est importante, moins importante que celle que peuvent avoir les inhibiteurs nucléotidiques de la polymérase, mais importante. Elles ont un caractère pangénotypique pour le daclatasvir, plurigénotypique pour le lépipasvir, et pour l'ombitasvir, on a des données sur le génotype 1 et 4, on n'a pas de données sur le génotype 3 en pratique clinique, compte tenu que l'ombitasvir est, comme vous le savez tous, actuellement prescrit en coformulation avec le Paritaprevir, c'est-à-dire un inhibiteur de protéase. La barrière de résistance de ces molécules est moyenne, voire faible, et surtout le problème, et ça Jean-Michel en parlera tout à l'heure, c'est le problème de la persistance au long cours de ces mutations de résistance. Et enfin, la tolérance est aussi excellente. Alors, la boîte à outils, donc, vous a présenté les différentes compositions, les différents composants. Globalement, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est qu'on a des molécules qui ont une forte barrière de la résistance, et ça, c'est essentiellement les inhibiteurs nucléotidiques de la NS5B. Les inhibiteurs de protéase sont des molécules qui ont une barrière à la résistance qui est moyenne, et les inhibiteurs de la NS5A ou les inhibiteurs non nuc de la NS5B ont une faible barrière à la résistance.
Tout ceci a permis d'avoir en fait des combinaisons thérapeutiques qui nous permettent des durées de traitement de 12 semaines pour la plupart des patients, avec parfois des durées de 24 semaines. Et ce qui va déterminer en fait à la fois les combinaisons et les durées de traitement et l'association ou pas de la ribavirine, c'est essentiellement le génotype, le sous-type et l'existence d'une cirrhose. Alors globalement, ce qui a été développé depuis maintenant 3 ans comme combinaison, c'est d'une part des combinaisons d'inhibiteurs nucléotidiques de l'NS5B associées à des IP, c'est-à-dire une molécule à forte barrière de résistance associée à une molécule à une moyenne barrière à la résistance. C'est l'exemple de SOFSIM, dont on vous présentera durant la journée l'ensemble des résultats qui sont tout à fait intéressants. L'autre, et dans cette situation-là, la ribavirine, visiblement, n'apporte pas d'éléments importants en termes de réponse. L'autre association, c'est l'association toujours d'un inhibiteur nucléotidique de l'NS5B associé à un inhibiteur de l'NS5A. Et dans cette situation, pour un certain nombre de cas, la ribavirine apporte un intérêt, et ça a été montré notamment par à la fois les études cliniques et les études de cohorte. À côté de ça, donc dans ces deux associations, c'est toujours l'association d'une molécule avec une forte barrière de résistance associée à des molécules ayant une moyenne ou une faible barrière à la résistance. L'autre stratégie thérapeutique, c'est celle qui a été abordée par AbbVie, c'est là d'associer d'emblée 3 antiviraux directs avec une barrière à la résistance qui était faible ou moyenne, et en espérant que l'efficacité antivirale permette de dépasser cette barrière à la résistance et d'entraîner une guérison chez la plupart des patients, ce qui a été finalement le cas dans les résultats d'AbbVie sur les patients de génotype 1. Et dans ces cas-là, très clairement, chez les patients de génotype 1B, la ribavirine n'a pas d'intérêt. Chez les patients de génotype 1A, il faut de la ribavirine. Enfin, on pouvait penser aussi à une autre association, qui est l'association de 2 molécules à faible ou moyenne barrière de résistance, comme une antiprotéase et une anti-NS5A, avec ou sans ribavirine. Et dans ces cas-là, en fait, les études qui ont été publiées ne sont pas très en faveur d'un résultat important. Et vous verrez que pour l'instant, avec les molécules dont on dispose aujourd'hui, ce n'est pas une combinaison qui va être sans doute optimale. Et puis finalement, la troisième possibilité, c'est d'associer d'emblée 3 antiviraux, dont une molécule avec une forte barrière à la résistance, et c'est par exemple de faire l'association sofosbuvir, siméprévir, daclatasvir. Alors quels sont les futurs de ces antiviraux directs? Vous voyez ici un certain nombre de molécules qui sont actuellement en développement, et j'ai indiqué sur cette diapositive uniquement les molécules qui en fait sont en phase 1, 2 ou 3. Alors pour les inhibiteurs de protéase, on a le vedroprévir, le sovaprévir, le grasoprévir, donc vous avez vu à l'EASL l'ensemble des résultats des phases 3 en association avec l'elbasvir, l'aquiléon de 2684, le GS 9857 et l'ABT 493. Pour les anti-NS5A, on a encore 6 molécules qui sont actuellement en développement. L'elbasvir qui a fini ses études de phase 3, le GS 5816 dont les études de phase 3 seront présentées à la SLD 2015, en fait les molécules d'Aquiléon, d'Abbott, de Merck et le TD 6450. Et enfin, pour les inhibiteurs nucléotidiques de l'NS5B, on a actuellement 7 molécules qui sont en développement, dont une est à peu près abandonnée, c'est peut-être le VX135, mais il y a le MK3862, l'Aquiléon 3422, les molécules d'Alios, et donc c'est des molécules qui sont actuellement en phase 2 ou en phase 1. Et puis, il n'y a que 3 molécules qui sont des inhibiteurs non-nuc de l'ANS5B qui sont actuellement en développement. C'est le beclabuvir pour BMS, le GS 9669 et le TMC 647055. Alors, qu'est-ce que vont apporter ces nouvelles molécules classe par classe? Si on regarde ce qu'apporte le grasoprévir, l'aquiléon 2684, le GS 9057, par rapport à ce qu'on a déjà, c'est-à-dire le siméprévir, c'est une activité antivirale qui est plus puissante, une activité qui est plus plurigénotypique, en sachant, et vous avez vu à l'ESL que pour le grasoprévir, par exemple, son action sur le génotype 3 est relativement limitée lorsqu'il est associé uniquement avec l'elbasvir, un meilleur profil de résistance, c'est quelque chose d'important, et évidemment une tolérance qui va rester bonne. Pour les inhibiteurs nucléosidiques de la polymérase NS5B, en fait, c'est de garder une efficacité qui soit importante, voire augmenter encore cette efficacité antivirale, d'avoir une efficacité toujours voire pangénotypique, un bon profil de résistance et une bonne tolérance. Il faut être méfiant pour les inhibiteurs nucléosidiques de polymérase parce qu'il faut garder en mémoire que sur les inhibiteurs nucléosidiques et nucléotidiques qui ont été développés depuis maintenant 10 ans, le seul qui ait vu le jour est le sofosbuvir. Tous les autres, en fait, ont été arrêtés pour une toxicité, qu'elle soit cardiaque, hématologique. Donc, en fait, c'est des molécules dont il convient d'être absolument sûr du profil de tolérance avant de les adopter complètement.
Pour les inhibiteurs non nuc de la polymérase, en fait, les développements à la fois du béclabuvir et du GS, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est d'avoir des molécules qui aient un meilleur profil de résistance. Ils ne sont pas toujours arrivés. Et avec, pour l'instant, elles sont toujours limitées au génotype 1. Ce qui est intéressant, c'est le TMC 64 70 55, s'il continue son développement, est une molécule intéressante parce qu'elle a une efficacité antivirale qui est importante. Elle a un caractère qui est plurigénotypique, donc elle n'est pas uniquement limitée au génotype 1, avec un mode d'action qui est un petit peu différent et un profil de résistance donc, qui va être aussi un petit peu différent, avec toujours une bonne tolérance. Donc cette molécule-là est peut-être une molécule d'espoir. Si on s'intéresse maintenant au futur anti-NS5A, il y a 6 molécules qui sont en développement. L'Elbasvir est déjà en phase 3, de même que le GS5816. Donc il y a 2 molécules qui vont arriver très prochainement à notre disposition à partir de 2017. Et puis pour les autres, elles sont un peu plus en arrière dans leur développement. On peut penser que si le développement se continue, ce sont des molécules qui, dans les années 2018, puissent être à notre disposition. Et là encore, ce qui est important, c'est d'essayer d'améliorer le profil de résistance de ces molécules, tout en gardant le caractère pangénotypique et leur efficacité importante. Il y a d'autres molécules en dehors de ces antiviraux directs qui peuvent être intéressants dans le traitement de l'hépatite C, et c'est le problème des agents qui agissent directement contre l'autre, et notamment les inhibiteurs de cyclophiline. Alors, vous connaissez tous l'histoire de l'Aesporivir qui finalement s'est arrêté il y a maintenant 2 ans pour des problèmes de pancréatite. Il y a une autre inhibiteur de la cyclophiline qui est actuellement en développement, qui est le CPI 431-32, dont il faut suivre aussi l'évolution. L'intérêt de ces molécules, c'est qu'elles sont plurigénotypiques et qu'elles vont avoir éventuellement un rôle adjuvant en association avec les antiviraux directs. Et puis les inhibiteurs de l'ARN messager interférent, le miravirsen et le RG101, et vous vous souvenez tous de cet article d'Henry Jensen dans le New England montrant l'efficacité de ces oligonucléotides antisens qui ont aussi une efficacité qui est pangénotypique et qui, dans cette étude, était intéressante car vous voyez le caractère remanent de son action, c'est-à-dire qu'y compris à l'arrêt du traitement, on continue à avoir une charge virale plusieurs jours après l'arrêt de ces molécules. Donc les futures stratégies, ça va être quoi? Ça va être notre rêve, c'est le Perfectovir de Stanislas, une molécule pour tout génotype, avec ou sans ribavirine, qui permettra, avec une durée de traitement de 12 semaines, voire de 4, 6 ou 8 semaines, d'obtenir 100% d'éradication virale. C'est très bien, on aura une guérison de notre virus C, mais n'oublions pas, et c'est ce qu'on voit maintenant dans les patients qu'on traite avec les antiviraux directs, c'est qu'il faut s'occuper de toutes les comorbidités et que la prise en charge de l'alcool, du surpoids, du diabète et des addictions va devenir quelque chose qui va être encore plus important dans le futur. Pour l'instant, en fait, on se focalisait sur le fait d'obtenir une réponse antivirale. Maintenant, il va falloir s'occuper aussi du reste. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental et qui nécessite un peu de modifier l'organisation de nos services. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme future stratégie? Des stratégies simples d'association de 2 molécules, donc inhibiteurs d'NS5B plus des IP de deuxième génération, avec des anti-NS5A de deuxième génération, voire des trithérapies associant ces 3 molécules avec une puissance antivirale qui va être là quasi maximale. Et là, l'intérêt, c'est de pouvoir essayer éventuellement de diminuer la durée des traitements et de pouvoir passer de 12 à 8, 4 ou 6 semaines. On peut aussi imaginer des associations un peu plus complexes dans lesquelles on associera éventuellement des inhibiteurs non nuc et éventuellement des agents dirigés contre l'autre, c'est-à-dire les derniers agents que je vous ai présentés. En conclusion, il va nous rester un certain nombre de points d'interrogation, et notamment aujourd'hui, il est quand même difficile de dire combien d'AVD seront nécessaires pour éviter la rechute dans toutes les situations cliniques, quelle est la meilleure association pour éviter l'émergence des résistances, quelles sont les durées optimales de traitement, et on va voir qu'avec l'évolution de ces différentes molécules, ceci va varier dans le temps. Et l'objectif en tant que clinicien, c'est quand même d'essayer, notre objectif principal, c'est 100% de guérison. Donc en fait, à la limite, la diminution des traitements et la durée des traitements est quelque chose qui est plus secondaire et quelque chose qui est tout à fait mis en avant au niveau de l'industrie par les commerciaux et pas par les médicaux. Et il faut être très vigilant là-dessus. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on guérisse tous nos patients. Et la détection des variants NS5A préexistants sera-t-elle nécessaire pour déterminer la meilleure association? Et je pense que par cette question, j'introduis avec douceur Jean-Michel, de façon à ce qu'il puisse nous présenter son topo sur les résistances. Et je vous remercie de votre attention. Merci.